Des puissants et de ceux qui gouvernent. Les citoyens ont la parole, les contradicteurs ont la parole, et c'est une sorte de jeu de balles et de tennis. Moi, je fais quelque chose de différent, c'est-à-dire que 7 sur 7 est, je crois, un des rares endroits à la télévision où on peut exprimer une pensée, une idée, où on ne zappe pas en permanence. J'entendais Dominique Volton qui aimerait bien qu'on réponde en 40 secondes. Non, on laisse du temps. Mais je trouve que c'est vraiment la perversion là, du jeu télévisuel sur la démocratie. C'est un endroit où on a le temps de développer une pensée, une explication du monde. Et la politique, c'est pas autre chose qu'une explication du monde. Mais peut-on dire, en suivant, je crois, Thierry Saucet, que ce sont les médias qui ont fait le Front National ? Ah non, ça c'est ce débat, je crois qu'on n'est pas d'accord. Hein, vous n'êtes pas d'accord toutes les deux là. Anne Sinclair refuse de recevoir Jean-Marie Le Pen, vous l'accueillez. C'est autre chose. Ah, moi, je pense que Dominique Volton, je pense que dans la démonstration de Dominique Volton, il y a beaucoup de vrai. Je pense que quand un mouvement est en écho, reçoit un écho de l'opinion publique, le cacher ou le montrer, ça a les mêmes inconvénients et voilà, on n'est pas vraiment désaccord. On n'est pas vraiment désaccord. Moi, je ne pense pas qu'il faille cacher ou ne pas montrer. Je pense au contraire que la télévision est là pour dire, pour montrer, pour expliquer, pour faire des analyses, pour faire des reportages, etc. Je pense sur le problème de la télévision et du Front National que la télévision a participé à l'écho du Front National et qu'on a pris Le Pen comme une bête de télé, comme un animal de foire, ce qu'il est quand même. Oui, enfin, ça dépend ce qu'on a l'impression. C'est un personnage de l'image. Oui, mais attendez, tous les dictateurs, tous les fascistes, en effet, savent accaparer l'image et le micro, donc c'est pas forcément un critère pour moi. Mais en tout cas, la télévision a donné une caisse de résonance extrême depuis 83. En revanche, là où je suis d'accord avec Michel, c'est qu'il faut montrer, il faut expliquer, il faut qu'ils puissent expliquer leur programme. Ce que je dis, moi, c'est juste différent, c'est que je refuse de les interviewer directement. Je refuse de leur poser les questions parce que je pense que, comme le disait Volton ou Saucet, je ne me souviens plus, le journaliste, comme le citoyen, n'est pas à égalité avec l'homme politique. Et qu'au contraire, ce sont les hommes politiques qui peuvent débattre avec les gens du Front National parce que là, ils sont à égalité. Le journaliste, au bout du compte, il pose des questions. C'est ça. Ou il est partisan et c'est insupportable. Ou alors il montre pas son cœur et ça n'est pas possible. Oui, il est complice. Donc effectivement, c'est très difficile. Et de toute façon, il faut savoir qu'avec les gens qui se situent dans l'orbite de la démocratie, il n'y a pas de problème à leur laisser le dernier mot. Et il faut bien savoir que dans l'interview, et je peux le dire, d'autant plus que je ne fais que ça, finalement, ils ont le dernier mot. Avec le Front National, on ne se situe plus dans la même logique de démocratie. Alors, deux femmes, deux tempéraments, courtoises, mais autoritaires. Et vous êtes... Ah oui, on va le voir. La personnalité, c'est ça. Vous êtes obligé d'attaquer. D'ailleurs, je vous demande de ne pas me dévorer, sauf des yeux, mais parce que vous êtes obligé d'attaquer. Vous vous donnez cette mission d'attaquer, non, d'être pointu, de relancer, d'obtenir une information. C'est à peu près la même chose. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous êtes là 3 femmes. Commençons par Michel Cotta, c'est midi, c'est France 2, c'est polémique. 19h, c'est Anne Sinclair, 7 sur 7. Et un peu plus tard, sur France 3, c'est Christine Ockrent, pour dimanche soir. Dans le même temps... Vous voulez dire que le dimanche, les hommes se reposent ? Dans le même temps, Claire Chazal fait le journal sur TF1. Oui, alors... Les hommes partent en week-end et les femmes sont au travail. On ne sait pas avec qui partent en week-end si on est là, mais enfin... Non, mais vous l'analysez de cette manière ou bien c'est simplement la divine surprise d'un dimanche? Non, les femmes au pouvoir. Je crois que les femmes ont un certain talent et sont imposées dans ce genre d'émission, que les hommes l'ont peut-être un peu déserté. Enfin, c'est vrai que votre compte est juste et que finalement les émissions politiques sont tenues par des femmes. À part Alain Duhamel, qui avec Arlette Chabot... Qui est intervenant. Oui, mais enfin, qui existe dans l'émission, qui est un des animateurs de l'émission, franchement. Oui, mais vous en êtes véritablement, je dirais, les propriétaires. 7 sur 7, c'était à vous, polémique, c'était à vous. Si, vous menez l'émission. Alors, je voudrais savoir comment vous considérez la classe politique aujourd'hui. Est-elle de bonne qualité? Puisque partout dans le monde, on dit, malgré toutes les différences, malgré ces duels parfois imbéciles, que nous avons la meilleure classe politique. Oui, ça, moi, j'ai pas assez d'éléments de comparaison. On le dit souvent. Oui, on dit souvent que la classe politique américaine est médiocre, que la nôtre est meilleure. Moi, je trouve que la nôtre n'est pas mauvaise, qu'elle n'est pas encore envahie par trop de paillettes et trop de spectacles. Mais de temps en temps, je déplore que la qualité du débat n'aille pas jusqu'au fond des choses et qu'on arrive très très difficilement, et même de temps en temps pas, à décoder complètement la réalité grâce à l'affrontement de personnes. Mais vous pensez qu'il y a une langue de bois? Oui, mais enfin c'est... Anne Sinclair.
Oui, la langue inévitable. De bois, elle existe chez tous les responsables. Quand vous parlez d'un chef d'entreprise, de son entreprise, il a la langue de bois, vous parlez de son entreprise. Donc quand un chef de parti parle de son parti, il a la langue de bois aussi. Moi, je trouve qu'elle est plutôt d'excellente qualité, notre classe politique. Et j'aime pas du tout cette façon qu'on a ni de la décrier, ni de dire d'ailleurs que cette campagne n'intéresse personne. C'est pas vrai. C'est pas vrai, les nombres d'indécis reculent, les débats de fond ont existé, les sujets de fond sont abordés. Alors, il y a évidemment des petites polémiques. Et les gens sont là, contrairement à ce qu'on dit. Ils sont peut-être pas dans les préaux, mais ils sont là. Les téléspectateurs regardent. Et justement, on fait des très bons scores des émissions politiques arides. Donc, assez de dire ces banalités partout que les campagnes électorales ennuient. On verra au chiffre de participation. Deuxièmement, arrêtons de casser du sucre sur le dos de la classe politique. Il y a, comme chez les dentistes, les architectes ou les agriculteurs, sûrement des gens pas bien. Dans toutes les professions, il y en a. Mais pour l'essentiel, c'est un boulot de chien. C'est s'occuper finalement du bien public. C'est s'occuper de prendre en charge les citoyens et leurs problèmes. Je trouve que le dénigrement de la classe politique, ça fait partie justement des thèmes populistes qui diffusent dans la société, qui sont de mauvaise aloi. À cause de quelques scories que tout le monde connaît, on a tendance à faire une condamnation générale, et moi j'aime pas d'une façon générale qu'on condamne globalement tout un système, il n'y a pas de responsabilité collective. Voilà. Quels sont, d'un point de vue strictement médiatique, évidemment, les meilleurs tribuns de la géographie politique ? Quels sont les meilleurs ? Je trouve que Giscard est une bête de télé. D'ailleurs, les dernières prestations de Giscard ont été absolument formidables. Giscard est sorti du jeu politique. Aujourd'hui, je ne sais pas quel a le poids de sa parole, mais de fait, c'est un rusé, c'est un habile, et c'est un prêteur. C'est justement parce qu'il est sorti qu'il a de la vie politique active de tous les jours, la vie politique nationale, qu'il a au contraire sa façon de parler qui est quand même unique et qu'il est complètement naturel. Et rusé est le mot, oui. Et bon, il y en a deux qui ont fait d'immenses progrès. C'est Chirac, qui a fait quand même beaucoup de progrès à la télévision, et Jospin, qui a fait d'immenses progrès de naturel, de chaleur, d'amis, qui quand il a dit qu'il avait brisé l'armure, et bien finalement, de sa personne, il a accepté de livrer des choses. Il faut une expérience. Et puis, il y a quelques... Moi, je trouve, par exemple, que Séguin reste sur le plan médiatique, où il est rare, comme vous savez. Pour avoir ses gains, il faut lui téléphoner 10 fois par mois, et encore pendant quelques années. Vous voyez. Tant qu'il juge que son intervention est politiquement peu souhaitable pour lui, il n'intervient pas. Séguin a une sorte de charisme non médiatique, au fond, parce qu'on ne sait pas très bien sur quoi repose son charisme à partir du moment où il est celui qui passe le moins. Et puis, il y a quand même, on voit bien le côté bretteur de Sarkozy, qui s'est tout à fait révélé. Face à Dominique Strauss-Kahn, les deux se sont révélés dans cette campagne. De qualité. Il y a donc, et je ne sais pas, évidemment, le problème est dans la génération en dessous, là on a les quadragénaires, dans la génération en dessous, on les attend, on les attend. Vous le savez, la campagne officielle a commencé lundi dernier, une campagne qui obéit à un temps de parole strict, surveillé, comptabilisé, ce qui est pour le moins austère, pour le moins ennuyeux. C'est quand même une en tendance. C'est une nécessité. Reportage de Rachel Bossard. Habilité à y participer. Des spots diffusés 3 fois par jour, avant ou après les journaux télévisés, le défilé des candidats députés a commencé. Un défilé plus que discret devant nos caméras, c'est le CSA qui régit d'une main de fer la mise en image de la campagne, avec la complicité de la SFP. Les couloirs de la maison de la radio sont pris d'assaut, 5 studios, 6 régies de montage, une quarantaine de tournages extérieurs, pour au final 150 spots. Eh bien, nous nous trouvons ici sur l'un des 5 plateaux de la campagne officielle pour les élections législatives 1997. Et ces 5 plateaux sont tous identiques, donc je vous dis que c'est le 107, mais vous seriez sur un autre plateau, vous penseriez pouvoir être sur celui-là. On constitue un dossier de décoration dans lequel on leur explique toutes les possibilités dont ils vont pouvoir bénéficier, tout le matériel dont ils vont disposer. Il est répertorié dedans avec des photos couleurs, le type de chaise, mobilier de style contemporain, moderne, et c'est mis à leur disposition. Alors ils l'entourent, ils le choisissent selon le genre d'émission qu'ils souhaitent faire. Vous savez que par exemple pour faire une campagne, lorsque l'on offre un
type de mobilier, de chaises par exemple. Il faut qu'on ait une trentaine de chaises de la sorte, puisque sur les 5 plateaux, tout le monde pourrait vouloir utiliser au même moment le même genre de mobilier. Ils peuvent aussi apporter leurs propres accessoires, leur propre mobilier également, si tant est qu'ils puissent facilement accéder sur ces plateaux. Pas d'armoire normande ou autre chose trop importante ou trop volumineuse. Il y en a qui viennent avec leurs chaises parce qu'ils s'y sentent bien, c'est leur fauteuil, c'est leur bureau. Les gens se mettent à l'aise et ils doivent se sentir à l'aise. Vous l'aurez compris, la campagne officielle laisse peu de place à l'imagination et à la créativité. Si les plantes vertes, les affiches ou les lampes sont désormais acceptées, imposer par exemple des colonnes gréco-romaines est déjà plus difficile. Des contraintes de fabrication très importantes donc, ajoutez à celles-ci des contraintes de temps draconiennes, le résultat, des spots qui se suivent et se ressemblent. Les contraintes de fabrication, il n'y en a pas, si vous voulez, pour qu'elles apparaissent restrictives. Elles ne peuvent être restrictives ou limitatives que parce que, ou limitées que parce que il est souhaité, il est indispensable, et il ne peut en être autrement, de laisser une parfaite régularité, équité à toutes les organisations politiques. Néanmoins, on peut se demander si diffuser les uns après les autres des spots où les partis politiques exposent leur programme est la meilleure façon de mener une campagne officielle en 1997. Depuis presque un mois, de nombreux débats entre les candidats ont été organisés par les différentes chaînes. Et aux yeux d'un public politiquement démotivé, la confrontation d'idées l'emporte sur le simple exposé. Désuète ces manières de faire campagne. Ça correspondait à une histoire, qui est une histoire politique, où l'opposition pendant longtemps n'a pas pu avoir accès à la télévision. Alors on a fait une campagne officielle qui, il y a 25 ans, représentait quelque chose, mais qui maintenant, effectivement, est complètement dépassée par la multiplicité de tous les débats que nous organisons spontanément sur une chaîne privée comme sur les chaînes publiques. En plus, j'ajoute que cette campagne est réservée aux chaînes publiques, puisque les chaînes privées ne sont pas tenues de s'y astreindre, et du coup, c'est vraiment, quand on voit des débats qui sont des débats plus libres, dans des décors qui changent un peu, avec plus d'engagement des uns et des autres. Professionnalisme aussi. Oui, mais c'est-à-dire, du coup, la campagne officielle ne sert à rien, à mon avis, et elle desservirait plutôt oui, je crois, les hommes politiques. C'est une bonne chose que de faire parler tout le monde, parce que certains auraient tout à fait intérêt à ne pas parler pour avoir plus de voix. Oui, mais ça, qui en est juge? Non, mais je pose une question comme ça, moi c'est une question de téléspectateurs. Ce sont les partis qui décident qui c'est le mieux à même de les représenter. Après tout, c'est leur choix souverain. Mais Michel, qui a été président de la Haute Autorité, connaît bien ces règles extrêmement contraignantes de campagne, avec, si tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois que la loi de 69. Donc on est toujours sur une loi antique. En effet, à un moment donné où c'était tout à fait nouveau que l'opposition ait le droit de s'exprimer à la télévision. Et ça, c'est l'histoire des 5 studios à chaise Louis XV. Là, ça, le coup des chaises, ça n'est pas si mal. D'autant que maintenant, on choisit sa chaise. Maintenant, dans les différentes chaînes, vraiment, on ne peut pas dire qu'on ôte la parole à des gens qui mériteraient de l'avoir. Donc, je trouve que cette campagne officielle fait doublon, et un doublon, au fond, malencontreux. Ça ne sert à rien, ça coûte cher, et franchement, la meilleure chose qu'il faudrait faire, c'est de le supprimer. Alors, quelle est la meilleure manière de communiquer? Est-ce l'écrit? On se souvient de ce texte de Jacques Chirac et de l'autre de Lionel Jospin, ou est-ce vraiment l'oral? Je pense que, de toute façon, entre l'écrit et l'oral, il y a toujours 2 fonctions, elles aussi complémentaires. Oui. Dans l'écrit, vous pouvez exposer des analyses plus fines, des propositions plus concrètes, plus précises. C'est un mode d'information qui fait appel à l'analyse et à la réflexion. L'oral, et c'est vrai de tout temps, entre les journaux et la télévision, l'oral fait appel à autre chose, fait passer des sensibilités, des sincérités, des émotions, des forces de conviction, et c'est extrêmement différent. Là, je crois que dans la campagne, ce qui compte très nettement, c'est les rencontres sur le terrain. Et ça, je crois que tous, ils sillonnent la France dans des meetings extrêmement nombreux, des rencontres quelquefois très réduites avec un public très restreint, où ils se donnent à fond, il faut les voir faire en campagne. Et puis à la télévision, où ils s'adressent au plus grand nombre. Ces rencontres sur le terrain, ils le font aussi parce que France 3 est là. Et que très souvent, une rencontre sur le terrain se transforme aussi, au niveau de l'antenne, en quelque chose d'assez sympathique, presque de plus sympathique qu'une émission traditionnelle. Donc, en province, et lorsqu'ils se livrent à des porte-à-porte ou à des pique-niques, et ils sont assurés d'avoir au fond les deux, la chaleur de la rencontre et
et la caméra qui filme. Mais de fait, les textes publiés dont vous parliez, c'est très bien. Simplement, c'est vrai que le sondage a montré que 80% des Français ne l'avaient pas lu. Donc, c'est évidemment, on touche moins de monde. Par rapport à vos propres émotions politiques, vous pouvez avoir un penchant pour l'un des partis en présence. Est-il difficile de retenir véritablement le sentiment que l'on a? Parce que c'est terrible. C'est tout au long de l'année du métier qu'on fait, ça. Ça pourrait On finit par transparaître. prendre une distance, on finit par prendre une distance avec tout le monde, qui est une distance professionnelle et qui s'impose finalement à toutes les autres distances qu'on peut, ou à toutes les préférences qu'on peut avoir par ailleurs. Mais sur le terrain professionnel, c'est vrai qu'on est peut-être plus volontairement plus éloigné des gens qu'on a tendance à préférer. Oui, Vraiment on compense tout à fait. Oui, en plus, on est complètement schizophrène, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on se met toujours dans la peau de celui qui n'est pas d'accord avec la personne qu'on reçoit. Donc, on est parfaitement capable de poser des questions que pose la droite à Robert Hue et des questions que pose la gauche à François Léotard. On est, au fond, des vrais médiateurs. C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas. C'est-à-dire essayer de prendre en compte les questions que posent les gens face à la personnalité qui, elle, est typée. Et le téléspectateur le reçoit comme ça? Ah oui. Vous avez des relations avec le téléspectateur? Vous savez, très longtemps, on est quand même dans un monde où les téléspectateurs, de temps en temps, par exemple, si vous mettez une veste rose, moi je dis ça parce que ça m'est arrivé, quand vous mettez une veste rose pour une émission électorale, on vous dit façon d'afficher sa couleur, à tel point que l'autre jour on m'a amené une veste verte et qu'au dernier moment je dis non, pas de veste verte en ce moment, non, pas de veste verte. Enfin voilà, donc les gens, mais comme ça s'équilibre, il y a d'un côté les gens qui penseront toute notre vie qu'on est à gauche et puis d'autres gens qui penseront toute notre vie qu'on est tout à fait à droite et participant et appuyant l'establishment. Oui, donc, je dirais même rien à faire. L'hommage que nous rendent les téléspectateurs en étant si fidèles et l'hommage que nous rendent les politiques en venant tous à nos émissions, c'est la meilleure preuve qu'ils seront traités avec toute objectivité, toute honnêteté de Chirac et Delors, ils le savent. Anne Sinclair, Michel Cotta, nous parlions à l'instant du temps de parole. Comment est-il calculé? C'est un travail de matheux que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris en compte. Reportage de Christine Lenief. François Lacour a 23 ans, il est étudiant en 3e année de droit. Tous les matins, il vérifie le temps de parole de chaque formation politique au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc c'est ici où vous venez chercher vos cassettes? Oui, c'est dans ce bureau que je viens chercher mes cassettes. Aujourd'hui, j'aurai à visionner un 20h, un journal de fin et un magazine de TF1. Est-ce que votre travail est décuplé en période de campagne électorale? Oui, tout à fait. En période normale, nous mettons pour un journal de 20 heures, par exemple, 25 à 30 minutes pour le visionner. En période électorale, le décryptage est multiplié par 2 fois. Et depuis le début de la campagne électorale, ils sont 15 étudiants, 8 en temps normal, à décrypter les journaux et magazines des chaînes hertziennes. Toutes ces émissions sont enregistrées ici en permanence dans cette régie. Les étudiants auront donc pour tâche, dès le lendemain de la diffusion, de tout répertorier image par image. Alors le temps de parole d'un homme politique, ça commence dès qu'il ouvre les lèvres pour s'exprimer. Donc le chronomètre tourne à partir du moment où il prononce sa première phrase et jusqu'à ce qu'il prononce la dernière phrase de son discours. Et là, regardez, fait exceptionnel, je vois le dos du candidat du Parti socialiste et je vois en face Bruno Maigret. Donc ça pose un problème justement pour découper le temps d'antenne entre les différents hommes politiques. Alors ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que je vais noter l'apparition de M. Maigret et je vais noter sur commentaire concernant le candidat du Parti socialiste, image de M. Maigret et du candidat socialiste. Alors là, ce n'est pas les observateurs qui prennent le poids de ce qui doit être retenu pour l'un et pour l'autre. Ce sont des analystes politiques qui sont ici au CSA, qui travaillent sur ces campagnes électorales depuis des années et qui effectuent le chiffrage le plus équitable dès lors qu'un reportage fait intervenir, par exemple, 2 candidats en simultané sur la même image. Le cas se présente assez souvent, puisque dans les marchés, par exemple, on voit 2 candidats
de deux partis différents qui peuvent se croiser et se serrer la main éventuellement. En général, sur ces images-là, il y a un partage moitié-moitié pour chaque candidat et chaque formation. Si un candidat apparaît, mais pour traiter d'une question qui est totalement extérieure à la campagne, prenons le cas de Jacques Delors avec l'entartage dont il a été victime, ou encore plus dramatiquement le ministre de la Culture qui a été victime d'une agression. Dans ce cas-là, évidemment, tout ce qui n'est pas directement lié à leur campagne ou aux partis auxquels ils adhèrent ne sera pas décompté dans le temps de parole de leurs formations politiques respectives. Chaque semaine, en période électorale, les temps de parole des chaînes de télévision sont publiés tous les samedis, ce qui permet d'abord aux partis de disposer d'une information fiable sur leur présence à l'antenne. Et puis ça permet au CSA effectivement de constater si les équilibres qu'ils souhaitent voir pendant cette période de campagne sont respectés par les chaînes, et s'ils ne le sont pas, de demander des corrections sur la semaine suivante. Pour le moment, aucune chaîne n'a reçu de la part du CSA de consignes pour rééquilibrer le temps de parole dû à chaque parti politique. Les seuls litiges pourraient se faire avec les formations non représentées à l'Assemblée. Les grandes stations de radio sont aussi sous surveillance. La presse écrite, elle, n'a pas d'organisme de tutelle. Elle est considérée comme pluraliste en raison des nombreux titres présents en kiosque. Anne Sinclair, Michel Cotta, vous mesurez vous-même dans votre tête le temps? Non, écoutez, je crois que c'est d'un juridisme absolu, mais le CSA lui-même est beaucoup plus souple que ça. Il se rend bien, il faut que les équilibres soient respectés. Tout le monde le voit bien, que c'est pas à la seconde près, à l'apparition à l'antenne, que ça se joue. C'est globalement, il faut que tout ça soit à peu près équilibré. Alors en revanche, la seule question qui se pose, c'est l'équilibre entre les grands partis présents à l'Assemblée et les autres formations, où là, c'est en effet extrêmement déséquilibré. Mais sinon, nous-mêmes, on essaie d'être rigoureux, mais enfin, c'est pas la seconde. C'est pas un vrai problème. Moi, je joue à ça. J'ai 2 chronomètres pendant les émissions de débat, et je joue à les équilibrer, mais à 3 ou 4 secondes près. Mais franchement, c'est plus un jeu. Quand on pose de verre, c'est presque un jeu, c'est un élément dramatique. C'est une règle, une des 3 règles des unités où il faut. Mais ouais, ça va pas plus loin. Et en plus, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait des équilibres obligatoires, mais c'est une meilleure chose que les journalistes eux-mêmes veillent à ne pas bouleverser les équilibres et les forces en présence. Alors, je regarde vos 2 émissions. 7 sur 7 est devenue une émission emblématique de TF1. Bon, la ligne n'est pas restrictive, l'émission est ouverte. Mais par votre seul titre, Michel Cotta, polémique, vous installez une gourmandise de bagarre. Vous vous dites, allez, c'est polémique, on se bat. C'est voulu, est-ce réussi? C'est voulu. Ils se battent? Oui. Moins que le souhaitent certains. Non, pas moins que le souhaitent certains, et plus de temps en temps que je le souhaite moi-même. Oui. Mais enfin, cette émission s'appelle Polémique, et c'est vrai que c'est une incitation, et puis même je compose les plateaux pour que les gens ne disent pas la même chose, sinon c'est une émission d'information classique, et bon, donc je compose des plateaux, et de temps en temps, encore une fois, je suis frustrée parce que je trouve que ça ne va pas au fond des choses, et je trouve que Dominique Volton a un peu raison de dire qu'il y a quand il y a trop de sujets, c'est insupportable. Donc j'ai réduit ça à On va peut-être plus au fond des choses à 7 sur 7 parce que Anne Sinclair a une seule personne. Mais c'est très vivant l'émission de Michel. C'est une émission où la vie passe. Oui, mais de temps en temps, peut-être qu'elle passe trop. Elle passe avec son tumulte et son tourbillon. À 7 sur 7, c'est en effet plus du décryptage de fond. Oui. Vous vous défendez de pronostiquer, par exemple, que va-t-il se passer dimanche prochain? Que se passera-t-il dans 15 jours? Non. On laisse les sondeurs faire ça et on les admire beaucoup. Et eux-mêmes prennent tellement de précautions, puisqu'aujourd'hui on sait qu'un point d'écart déplace 60 sièges, 30 dans un sens et 30 dans l'autre. Eux-mêmes, c'est leur marge d'erreur. Donc aujourd'hui, personne ne s'engage à faire un pronostic. Quand je disais que je les admire beaucoup, je me demande comment ils font ces projections en sièges, qui d'ailleurs varie d'un institut de sondage à l'autre, et qui me paraît très délicat, même avec toutes les précautions scientifiques dont ils s'entourent. Alors il y a, et je le précisais tout à l'heure, dans cet espace du dimanche, une 3e femme, c'est Christine Ockrent, qui présente donc le soir sur France 3 avec Gilles Leclerc, son émission Dimanche soir. Et elle avait une petite chose à nous dire. Cette campagne, elle a un mérite, elle est courte. Et ensuite, je la trouve plus intéressante qu'on a tendance à le dire, ne serait-ce que par tous les non-dits, par tous les sujets que nos hommes politiques, toutes tendances confondues, ont l'air d'éviter assez soigneusement, et par les quelques mots fétiches qu'ils emploient. Ce qui paraît extraordinairement démodé,
c'est bien évidemment la campagne officielle. Les émissions que la 2 et la 3 sont obligées, par la loi, de diffuser. Nous avons obtenu de Patrice Duhamel un horaire un peu moins tardif, puisqu'on passe à 22h30. L'émission est plus longue, elle fait quasiment 1 heure. Et on a fait en sorte qu'on en change le rythme, le décor aussi. Philippe et Serge interrogent à leur tour l'homme politique. Et il y a, je crois, un bon rythme dans cette émission. Et finalement, dans une même émission, plusieurs types d'exercices. Je pense le plus grand bien de mes consoeurs, qui sont en plus l'une et l'autre de vieilles amies. Et moi, j'ai la chance, comme j'arrive en dernier, si j'ose dire, le dimanche soir tard, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir mon dimanche bercé par ces dames. Réaction d'Anne Sinclair et Michel Cotta. Nous berçons. Nous berçons. Nous sommes ravis de bercer Christine. Non, mais vous regardez ces émissions aussi le soir? Oui, bien sûr, ça fait partie de notre boulot, de notre métier, de voir comment s'expriment les hommes politiques ici et là, ça fait partie de l'information. Alors elle disait campagne courte, mais peut-être efficace quand même. Elle a raison. Non, elle a dit, elle n'a pas dit efficace, elle a dit courte mais intéressante et plus Intéressant, intéressante qu'on dit, parce qu'on vient de dire tout à l'heure. Michel Cotta, on vous a déjà vu sur France 2, vous étiez avec Jean-Pierre Chevènement, Bruno Maigret. Oui, c'est ça, et puis Bernard Kouchner et Hervé Charette. Celle-là. Et on va vous voir ce soir sur TF1, dans 7 sur 7, où vous recevrez Robert Hue. Et demain, vous recevrez qui? Parce qu'il y a 2 7 sur 7 qui se suivent là. Voilà, et demain, exceptionnellement, un lundi, ce qui n'est pas le jour habituel de 7 sur 7, à 19h comme d'habitude, je reçois François Léotard. Donc, comme nous sommes, nous, déjà passés, nous lui donnons rendez-vous à 19h ce soir. Voilà. Merci Anne Sinclair, merci Michel Cotta. Une nouvelle héroïne sur France 2 donne à la fiction des couleurs différentes dans un univers déjà encombré. Elle s'appelle Juliette Renaud, elle appartient au service de coopération technique internationale de la police. Sur l'écran, ce rôle est interprété par Julie Dupage, que je reçois dans un instant. Un extrait de cette série baptisée Hors Limite. J'ai le contact avec Todorov. Bravo. Comment t'as fait? J'ai joué la jeune moscovite paumée, il a accroché. Et pour la suite, ça donne quoi? Je fais des essais demain. Mais je sais pas où c'est, alors on vient me chercher. Oui, mais ça va nous mener où tout ça? Dès que tu vas refuser de faire un bout d'essai pour un porno, tu l'intéresseras plus et le contact aura servi à rien. Non, je sais ça. C'est pour ça que j'ai accepté. Et puis, je trouverais bien un moyen de gagner du temps jusqu'à ce que je trouve Olga. T'as accepté? Ouais. Enfin, t'es pas bien. Tu vas te faire piéger comme les autres. Les autres, elles sont pas flics. Et quand tu vas te retrouver dans une piole avec un Mac, il en aura rien à foutre que tu sois flic. Comment elles font, les autres? Je me mets dans la peau de ces filles. C'est la seule méthode. C'est même à ça qu'on reconnaît un bon flic. Non, Juliette, un bon flic, c'est d'abord un flic vivant. Et crois-moi, dans ce bled, ça va pas être facile de le rester. On est d'accord sur les enjeux. On sait que c'est dangereux. T'as un autre moyen, toi, de les infiltrer? C'est vrai que c'est une bonne idée. Ok, on va tenter le coup. J'ai pas envie de te perdre dans la nature. Tiens, tu vas mettre ça dans ton médaillon. La pile dure 48 heures. Après... Julie Dupage, vous entrez dans la peau des personnages que vous recherchez, parce qu'on voit là que vous êtes dans une enquête qui est sur les réseaux de prostitution en Bulgarie, et tout d'un coup, vous vous faites prostituer. Et tout d'un coup, j'infiltre complètement ce réseau, au point de risquer ma vie même. Comment concevez-vous ce rôle? Bien, c'est un rôle que j'aime beaucoup parce que c'est non seulement un flic, mais c'est aussi une vraie femme. C'est une femme qui a beaucoup souffert quand elle était jeune. À 15 ans, elle a eu une tentative de viol. Elle a ensuite perdu un petit frère. Et c'est une femme qui a voulu mettre un voile noir sur ce qu'elle était, et tirer un trait, et recommencer une vie nouvelle. Et cette vie, elle l'a fait dans la police, en risquant tous les jours sa vie, sa peau. Et c'est une espèce d'exutoire, tout ça. Alors on vous a vu dans Le Piège, qui était le premier numéro de cette série Hors Limite. On va vous voir le 23 mai, c'est-à-dire vendredi prochain,
dans le deuxième épisode, Mariage à la Bulgare, et on a l'impression que ce rôle vous fait voyager, il vous porte au-delà des frontières, il est différent. Mais complètement, parce que c'est le principe de ces épisodes, de ces téléfilms, c'est que ce sont 3 flics qui sont envoyés systématiquement à l'étranger pour des missions impossibles. Donc chaque fois, nous, c'est vrai qu'en tant qu'acteurs, on est amenés à aller, là c'était en Europe de l'Est, en Bulgarie, et on ira au Venezuela, on ira en Afrique du Sud, et c'est un groupe de flics qui existe vraiment, ce n'est pas que de la fiction. C'est-à-dire on ne tourne pas en studio. On va vraiment sur le terrain. Oui, oui, alors comment êtes-vous venu en France? Parce que vous avez fait vos débuts très jeunes, à l'âge de 15 ans, dans des films, dans une pièce de théâtre. J'ai fait à la télé et dans des films au Canada. Ouais. Et c'est Dominique Besnéard, qui est un agent français de chez Armédia, qui un jour m'a vu dans un film au Canada. Vous êtes dans de bonnes mains, là. Oui, je pense, oui. Ouais, ouais. Et qui m'a vu dans un film français qui s'est tourné à Montréal, qui s'appelle Monsieur Ripois, un film de Luc Béraud, et qui m'a fait venir à Paris. Donc un jour, je reçois un coup de fil de cet agent qui me dit qu'il a envie de s'occuper de moi. Et donc, j'ai pas trop réfléchi et je suis assez instinctive pour ce genre de truc. Et je me suis retrouvée à Paris il y a 4 ans et demi maintenant, toute seule. Lorsqu'on prend le risque de changer de pays, de venir en France, lorsqu'on est très jeune, vous aviez 20 ans lorsque vous êtes arrivé, 19 ans, pour travailler, il y a une longue attente, on se dit, ça va commencer quand Les choses se sont quand même faites assez rapidement. J'ai tourné un film de Jacques Deray avec Delon, L'ours en peluche, et puis finalement les choses se sont goupillées vraiment bien, et je ne regrette pas, loin de là. Alors il y a différentes choses, il y a Monsieur Ripois, il y a aussi Highlander, je crois que vous êtes passé dans les Stanford. Oui, je suis l'héroïne du premier téléfilm, c'était une très belle expérience. Vraiment, alors cette fois-ci, c'est quand même le rôle titre. C'est le rôle titre, oui. Quoique, vous êtes quand même 3 à vous partager, disons, un peu le haut de l'affiche. Oui. Et il n'y a pas une difficulté parce que l'un voudrait peut-être tirer la couverture à lui, non? Non, parce qu'on a Vous êtes 3 flics, je veux dire. Hein. Oui, mais on a, bon, je suis la seule fille, bien évidemment, donc... Mais il y a aussi, on a tous quand même une personnalité assez forte, qu'on découvrira d'ailleurs au cours des prochains épisodes. Et je pense que les choses se font bien à cause de ça, où il y a vraiment un caractère propre à chaque personnage. Donc il n'y a pas une question de... on ne se tire pas à la couverture. Dans toutes ces enquêtes que vous faites à travers le monde, il y a Patrick Crocat, Chris Campion et vous, c'est-à-dire 3 flics. Oui. Forcément, il devrait y avoir un peu de rivalité. Non pas peut-être sur le terrain. Les flics, vous n'allez pas être jaloux les uns des autres. Je parle des comédiens. Comment ça se passe? Oui, bah écoutez, pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de rivalité en tant que telle. C'est vrai que Patrick Crocat a un petit peu le rôle de protecteur et de chef. Et nous, comme on nous appelle dans les épisodes, on est un petit peu ces canards boiteux, Chris Campion et moi. Mais... Enfin, je ne voudrais même pas vous mentir, il n'y a pas eu de rivalité. C'est vrai que les choses se sont bien passées et je crois que ça se sent dans les téléfilms. Il y a une espèce d'osmose entre nous 3. C'est vrai qu'on s'aime beaucoup et que les choses se passent bien. Mais le cinéma, lui, ne vous a pas encore fait le cadeau que vous êtes en droit d'attendre. Non, il y a eu des bonnes expériences au cinéma. Même le film de Bernard-Henri Lévy était une formidable expérience. Il y a un autre film là qu'on prépare à la rentrée, un film d'un jeune réalisateur dans lequel j'aurai le premier rôle, donc c'est formidable. Mais effectivement, non, pas encore. Alors dans le film de Bernard-Henri Lévy, Le jour et la nuit, vous êtes, si mes souvenirs sont bons, la dame de compagnie de Lorraine Bacall. Oui. Hein. Alors qu'avez-vous appris de Lorraine Bacall et d'Alain Delon, pour peu qu'il vous ait appris quelque chose? Alain Delon, c'est quelqu'un que je retrouvais, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un espèce de père spirituel pour moi, qui m'a donné énormément de conseils. C'est quand même grâce à lui si j'ai tourné la première fois en France, ma première victoire française, comme je l'appelle, ce film avec Jacques Deray, pardon. Et c'est quelqu'un de vraiment formidable, à qui je peux me confier, je peux demander des conseils, et donc quelqu'un de précieux à mes yeux. Lorraine Bacall, c'est formidable parce que, étant donné que j'avais toutes mes scènes avec elle, j'étais tout le temps collée à ses basques finalement, et je lui ai posé une quantité de questions, je n'arrêtais pas de la saouler à la limite. Mais de se retrouver avec un mythe vivant comme ça, qui a tellement de choses à raconter, qui est tellement professionnel, qui a des anecdotes, mais à n'en plus finir, c'est formidable. Pour une jeune actrice, c'était un conte de fées pendant 3 mois. Alors vous le savez, Julie Dupage, les États-Unis adaptent pour la télévision des films à succès. Ainsi Nikita de Luc Besson, ou Tarzan, ou Highlander, que vous connaissez bien. Et la France, à son tour, entre aussi dans le jeu. Ainsi, Les Marmottes d'Elie Chouraki passent du grand écran au petit écran et dans une formule tout à fait nouvelle. Reportage d'Isabelle Cotenson. 1, 2, 3.
Les marmottes, vous vous souvenez? Les réunions de famille à Noël dans un chalet. En 1993, Elie Chouraqui avait produit et réalisé le film. 4 ans après, Jean-Denis Robert tourne une suite pour la télévision qui est encore produite par Elie Chouraqui. J'aime bien les suites, mais en même temps, pour un metteur en scène, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a le sentiment de refaire des choses qu'on a déjà faites. En revanche, à la télévision, c'est tout neuf. Parce que c'est d'autres acteurs, parce que c'est toujours le même thème. C'est les marmottes, c'est toujours la même famille, les mêmes gens. Mais c'est une autre façon d'exprimer les choses. Les marmottes à la télévision, c'est donc une série de 4 épisodes de 90 minutes chacun qui raconte les nouvelles aventures des personnages et qui sera diffusée sur TF1 l'hiver prochain. Le père a acheté ce chalet à Tignes quand il avait, après la guerre, donc dans les années 50. Ils reviennent tous là, mais à chaque fois, chaque vacances, chaque étape, ils sont transformés. Ah non. AB 154 sur 1, 3e. C'est la même durée de tournage, 3 mois pour le film qui faisait 1h30 et pour les 4 épisodes de la série. Le budget de la série est à peine supérieur à celui du film, 38 millions de francs contre 35. Un investissement intéressant pour Elie Chouraqui qui projette déjà de produire une suite de paroles et musique à la télévision. Pour jouer les 3 frères, succèdent à Gérard Lanvin, Vadek Stanzac, à André Dussolier, Jean-Pierre Bouvier et à... Jean-Hugues Anglade était formidable dans le film, mais c'est pas forcément à lui auquel je pense quand je l'interprète. Daniel Gélin, Léo le Père, est en fait le seul interprète commun au film et à la série. C'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs de faire à la fois et le film et la télévision. C'est pas désagréable, étant donné que les partenaires ont tous changé et que nous existons finalement, même dans la vie, par rapport aux autres. Je n'ai pas les mêmes enfants, par conséquent, j'ai pas le même comportement avec eux, j'ai pas la même épouse. Pour moi, c'est une aventure tout à fait nouvelle, mais déjà préparée à l'avance par, évidemment, l'intrigue, les personnages, la montagne, l'espace, etc. Et pour moi, c'est vraiment une expérience assez inattendue et très bénéfique. Le ski, aujourd'hui. Voici les marmottes qui passent à la télévision, mais on pourrait à l'inverse passer de la télévision au cinéma. Hors limite pourrait devenir un film de cinéma. Tout à fait, oui, le sujet s'y prête très bien. On voit tout de suite que vous avez du caractère, de la personnalité, que vous n'allez pas sacrifier aux compromissions. On le sent, ça. Non, parce que... Non. Vous êtes décidé vraiment à tenir toute votre liberté. Oui, absolument. Et je crois que si ce n'avait pas été le cas, je ne serais peut-être pas ici et j'aurais peut-être pas tenu le coup comme ça à Paris toute seule et les choses se seraient peut-être passées différemment. Il faut faire des compromis dans la vie, mais en tout cas, il ne faut pas se trahir. Il faut être intègre. Vous gérez toute seule votre avenir. Bah oui. Mais vous pouvez prévoir ce qu'il sera, vous serez comédienne jusqu'au bout. On ne peut jamais prévoir tout. Ou bien vous voulez prendre des chemins de traverse et peut-être vivre. Mais je veux vivre, bien évidemment. Je suis une femme avant tout. La famille est très importante, est une valeur très importante. Je crois que je ne pourrais pas passer à côté de ça. Je ne serai pas une femme accomplie comme j'ai envie de l'être. Par contre, est-ce que je peux prévoir si je vais être comédienne toute ma vie? Je l'espère. Mais bon. Julie Dupage, quelles sont pour vous les actrices que vous considérez comme des modèles? Beaucoup d'actrices qui ponctuellement me plaisent, même dans un film ou dans un autre. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai un coup de cœur pour une actrice américaine qui s'appelle Nicole Kidman, que j'ai vue dans Portrait de femme et qui est formidable. Et que j'ai vue dans Prête à tout aussi. Elle a un rôle de composition qui est assez extraordinaire. C'est vrai qu'en ce moment, instinctivement, là, tout de suite, je pense à cette femme. Et qui est une mère avant tout, et qui est une amoureuse. Et j'aime bien concevoir une vie d'actrice de cette façon. Depuis que vous tournez cette série Hors Limite, vous regardez les flics, les policiers, les femmes gendarmes, vous les regardez d'une autre manière? Pas vraiment, non, pas spécialement, parce que, comme je le disais, Juliette n'est pas qu'un flic, c'est aussi... Il y a une vraie psychologie autour de ce personnage, donc ça ne m'a pas... Le côté flic ne m'a pas marqué à outrance, et non, je ne vois pas les flics. Quand j'ai un PV, je suis toujours aussi fâchée, et quand j'ai... donc non, je ne vois pas... Rendez-vous donc vendredi prochain, 23 mai. Ce sera le 2e épisode de cette série sur France 2, Hors Limite. Mariage à la Bulgare, c'est dans cet épisode qu'on vous voit fréquentant les prostituées et vous prenant pour elles. Oui. Vous entrez dans le milieu. Tout à fait. Bon, je vous crois armé pour d'autres rôles, pour d'autres personnages. Puis je vous dis bonne chance. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci.
Merci. Pour terminer, des images d'une émission que nous verrons mardi sur France 3, toute la fantaisie de Jacqueline Maillan. Si tu veux m'acheter passer la bague et passer la bague. Si tu veux caresser mes seins, oh papa demande ma main. Sans la bague tu n'auras rien. Yep. Che merveille, ma la trompa déguisada. Che merveille, y a encore chaud qui sonne. Kikita misaki na sukono, samurai no geisha. Ote kimono no kitayame, ote ton kimono. Du hast ja ihre Treue. La 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 la, la 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 la. Du hast ja ihre Treue. Moi. Die. Mon doudou, il va joli, les tout gros et tout petit. Quand il vient pour m'embrasser, moi malade toute la journée. Mon doudou, lui, c'est très bien, comme un singe, il est malin. Pour chaque fois qu'il vient me voir, met sa tête dans un foulard. La petite française, c'est merveilleux. Elle ait des yeux de braise, qu'il soit vert, qu'il soit gris, qu'il soit bleu. Jacqueline Maillan, une grande professionnelle. Fin de ligne de mire, merci à nos invités, Michel Cotta, Anne Sinclair, Julie Dupage. Merci à vous tous qui avez su nous accompagner. Bonne journée, bonne semaine, à dimanche. Oula. Aujourd'hui, j'ai regardé ligne de mire avec Visual. Visual, opticien. Après le Kéno, les 4 dromadaires nous lâchent au cœur de l'Argentine, qui bat à tout rompre sur France 3. Avec Panzani, vibrez et dansez au rythme de la Méditerranée. Plongez au cœur de la Méditerranée avec l'album Mamaz et découvrez les 4 plus belles voix du Sud. Les muscles kick. Et laissez pas de me retenir. Si votre vieille voiture ne peut plus rien pour vous, T'as de la chance. sachez que chez Citroën, elle peut encore vous rapporter jusqu'à 20 000 francs. Nostalgie présente Montserrat Caballé en duo avec Kadjanine, Johnny Hallyday, Vangelis, Freddie Mercury et bien d'autres. Quand la plus grande voix de l'opéra chante le rock et la pop. Montserrat Caballé, Friends for Life, le choc des grandes voix. Le disque des musiques qui ont fait l'histoire du cinéma. Cinéphone, 18 titres inoubliables en version originale, avec Fun Radio. Cas par cas. Change votre fenêtre cas par cas. Et ça change la vie. Pour la première fois réunis, le duo de stars le plus séduisant, Robert Redford, Michelle Pfeiffer. Personnel et confidentiel. L'histoire d'une passion dans les coulisses du monde de la télévision. Personnel et confidentiel,
Robert Redford, Michel Pfeiffer. Le plus beau des cadeaux en vidéocassette. De toutes les maladies modernes, c'est la téléphonite qu'il préfère ce soir sur France 3. Oui. Vous travaillez aussi le dimanche? Oui, faut bien. Est-ce que votre téléphone a un haut-parleur? Branchez-le. Il n'y a plus de place pour toi ici. Rien ne t'appartient. Papa. Dites-moi, nous n'avons pas bien compris. Quand le standard fume, d'Éric Tous, ce soir à 20h50 sur France 3. Bonjour et bienvenue sur le plateau Keno en direct sur France 3. Le tirage de ce dimanche 18 mai a été effectué à 13h10 sous contrôle de l'huissier de justice maître Marc Sirot. Mais avant de découvrir les 20 numéros gagnants, retrouvons tout de suite le jackpot d'aujourd'hui. Son montant est de 1 500 000 francs et le numéro jackpot est le 1 08 55 04. Je vous rappelle que si vous avez les 3 derniers nombres, c'est-à-dire 08 55 04, dans l'ordre vous gagnez 20 000 francs et dans le désordre 5 000 francs. Les 20 numéros gagnants sont les numéros 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 20, 26, 27, 38, 39, 45, 46, 48, 52, 57, 60 et le 68. Vous pouvez également retrouver tous ces résultats sur le 3615 code Keno et n'oubliez pas de valider vos bulletins avant 12h30. Je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve bien sûr demain. C'est à Ibera, au pays des marais d'argent, que nous allons avec les 4 dromadaires tout de suite sur France 3. Engins explosifs ont été placés à bord de votre navire. Ne tentez sous aucun prétexte de les déplacer. J'ai à bord 1200 passagers et l'équipage. Nous arrêtons l'homme et désamorçons la bombe. Et j'attaque. Le couple, le blanc. Le rouge, les gars. 1200 vies pendues à un fil. Omar Sharif, Richard Harris, la croisière s'éclate avec une simple paire de ciseaux. Lundi à 20h50 sur France 3. Après le succès mondial de l'album du concert de Cologne, aujourd'hui, découvrez Keith Jarrett en concert à la Scala de Milan. De pur génie. La Scala, le nouvel album de Keith Jarrett. Nostalgie présente Gottener, toute la crème. Des tubes, rien que des tubes. Rien que de la crème. Crème de pub. Il était où? Et crème de tube. Des tubes, rien que des tubes. Gottener, toute la crème. FM présente Prima Italia, les plus belles voix italiennes avec Paolo Conte, Eros Ramazzotti. Prima Italia, toute la douceur de l'Italie avec Lucio Dalla, Gianna Nannini, Zucchero, Marco Massini. Prima Italia. Panzani, vibrez et dansez au rythme de la Méditerranée. Plongez au cœur de la Méditerranée avec l'album Mamaz et découvrez les 4 plus belles voix du Sud.
Législative 97, le rendez-vous de dimanche soir. Les questions de Christine Ockrent et Gilles Leclerc, les analyses de Serge July et Philippe Alexandre. Sur le plateau, Lionel Jospin, en duplex, Bruno Gollnisch, Front National. Arguments croisés, choc des idées, baromètre de l'opinion. Dimanche soir, à 22h30 en direct sur France 3. France 3. Avec la Société Générale, partenaire officiel depuis 10 ans du championnat de France. Et la GM...